Se pencher sur les 4 races fondatrices du monde de Malazan n'est pas chose aisée. Pour étudier leur histoire, on est obligé de se plonger dans des échelles de temps incommensurables, et souvent de se fier à des documents ou des témoignages qui n'ont que très peu de crédibilité, qui sont déformés par le temps, les peuples qui ont suivi. Les Tlanimas échappent sans doute à cet écueil. Bien qu'ils soient peu loquaces, leurs carcasses décrépies foulent encore et toujours le corps endormi de brûle, ce qui nous offre des sources directes de leur passé. À l'opposé des Tlanimas, une de ces races peut cependant être considérée comme la plus étrange et la plus énigmatique de toutes. Elle est présumée disparue lors des événements décrits dans le livre des martyrs. Leur passé, us, coutumes et croyances sont perdus dans les brumes du temps. Et pourtant, dans cet épisode, je vais essayer de dresser un tableau de ce peuple, de vous le révéler, en m'appuyant sur les différentes connaissances décrites tout au long des 10 livres. Beaucoup d'informations seront parcellaires, floues, et certaines pourront même se contredire par moments et relever de la supposition. Il n'y a que très peu d'éléments pouvant constituer des vérités historiques dans l'œuvre d'Erickson. Certains les considèrent comme des démons, d'autres les appellent Kashan ou Keshra, ou encore les premiers-nés des dragons. D'apparence reptilienne, ces bêtes immenses ont étendu leur civilisation sur toute la surface du globe, bien avant les Jagut et les Imas. Les Kchenchimal inspirent la terreur chez les sages, les curieux et les historiens, mais sont-ils vraiment si monstrueux que ça ? Les Kchenchimal sont une race non humanoïde d'apparence reptilienne. Ils vivent dans d'immenses cités de pierre s'apparentant à des montagnes, mais sculptées à l'effigie d'immenses Elaint, ces dragons anciens. Et sur chacune de ces cités règne une matrone, qui règne sur ses sujets tel un esprit ruche. Génitrice de l'ensemble des individus de sa colonie, la matrone est dépositaire d'immenses pouvoirs, ainsi que de la totalité de la mémoire de tous ses ancêtres. Ce sont des créatures titanesques qui consacrent leur existence à la perpétuation de leur civilisation, capables de créer à volonté des Tchemal occupant des rôles uniques. Parmi ces nombreuses castes, 3 sont particulièrement présentes tout au long du livre des martyrs. Je veux bien sûr parler des chasseurs Kel, des soldats Vegas et des assassins Shigal. Les chasseurs Kel sont de terribles machines de mort. Classe guerrière par excellence, ils constituent la garde rapprochée de la matrone. Ils se tiennent sur de puissantes pattes arrière. Leurs 2 bras sont munis d'immenses lames qui semblent être soudées aux os. Faisant preuve d'une force et d'une vélocité hors normes, ils constituent l'une des pires menaces physiques que l'on puisse croiser dans le monde de Malazan. Les soldats Vegas constituent, quant à eux, les soldats d'élite des Kchenchimal. Résilients et dotés d'une force physique écrasante, ils constituent une force redoutable sur le champ de bataille. Leur production est tellement douloureuse pour la matrone, elle provoque une telle agonie que celle-ci doit limiter généralement leur nombre à une centaine. Enfin, les assassins Shigal dominent même les plus grands des chasseurs Kel de 2 fois leur taille. Ils ne peuvent être que 3 au sein d'une même colonie, et ils ont la particularité d'exister hors de l'esprit ruche de leur matrone, ce qui leur donne une indépendance et une liberté d'action unique parmi les Kchenchimal. Disposant d'ailes, de 4 bras et de 2 paires d'yeux, les Shigal sont de parfaits assassins, pouvant vivre plusieurs millénaires et potentiellement survivre à leur matrone. Mais la capacité physique la plus étonnante des Kchenchimal est sans doute leur capacité de modifier à volonté leur physiologie et leur anatomie. Ils peuvent ainsi faire bouger leurs os et leurs organes internes comme bon leur semble. La matrone a des capacités eugénistes, c'est-à-dire qu'elle est capable de choisir consciemment quel type de Tchemal elle produit et quels seront ses attributs. Ne disposant pas d'organes vocaux conventionnels, les Tchemal communiquent entre eux via l'utilisation de phéromones, d'huile et de liquides corporels. Concernant leur histoire, à leur apogée, bien avant l'avènement des Jagut et de leurs tyrans, les Tchemal et leurs cités dominaient la quasi-totalité des territoires connus. Mais d'où viennent-ils ? Sont-ils originaires du monde de Malazan, d'une Garenne ancienne, ou peut-être même d'un autre territoire inconnu ? On se retrouve alors à spéculer. Certains peuples considèrent que les Tchemal sont nés du chaos, d'où leur surnom de premiers-nés des dragons. On peut cependant légitimement se méfier de cette hypothèse, car il est difficile d'admettre qu'une race issue du chaos ait pu atteindre un tel niveau de développement civilisationnel et technologique. Il semble également peu probable qu'ils proviennent d'une Garenne ancienne, car contrairement aux Tistandi ou encore aux Jagut, les Tchemal ne disposent pas de Garenne raciale. Dans les marais de minuit, il est rapporté que des croyances venues des femmes Tist Edur
décrivent l'existence d'une sorcellerie appelée Kashan et dont les Tchemal seraient dépositaires. La sorcellerie Kashan est basée sur des sons que nos oreilles ne peuvent pas entendre. Ils forment des mots capables de défaire les attaches qui maintiennent toutes les matières en un tout unique, qui les cloue au sol. Grâce à cette sorcellerie, ils ont érigé des forteresses de pierre qui sillonnaient le ciel comme des nuages. Grâce à cette sorcellerie, ils ont retourné les ténèbres contre elle, avec un appétit tel qu'aucune personne, un tant soit peu proche, n'aurait été capable de le défier. Un appétit dévorant qui se nourrissait en premier lieu de lui-même. Mais cela est sûrement une croyance ayant été corrompue par le temps, une légende passée et déformée par des générations et des générations depuis des millénaires. On peut cependant trouver des sources plus fiables qui viennent contrecarrer les dogmes Edur. Il y avait un dieu autrefois, je connais son nom, mais ça n'a pas d'importance maintenant. Sa vie lui a été volée par une force, un pouvoir venant des K'chain-Shimal. Son nom était Akrast Corvalain. Le Kashan des Edur serait alors l'antre Akrast Corvalain, appartenant en premier au Forkul Assail, que les Shimal auraient utilisé à leur fin. Mais nous restons au point de départ avec notre question. D'où peuvent-ils bien venir? On a peu à se mettre sous la dent, mais une vision de la destriante des K'chain-Shimal dans le tome 10 apaise notre frustration. Le souvenir de chaque matrone se voit transmis dans le sang et les huiles, les sécrétions. Rien n'est perdu. Dans la plupart des cas, je suis incapable de certifier ces informations. Il y eut un temps, entre les étoiles. Oh, je ne sais pas. Il se peut que je n'ai pas totalement compris l'histoire que je viens de raconter. Il se peut que nombre de vérités ne me soient pas accessibles. Nos sens s'avèrent si limités, comparés à ceux des K'chain-Shimal. Un temps entre les étoiles. De là à dire que les Tchemal viendraient de l'espace à bord de leur cité dragon flottante, c'est plutôt tentant, non? Mais c'est certainement le témoignage le plus fiable que nous avons, car il vient des K'chain-Shimal eux-mêmes. Contrairement aux autres races, l'histoire des K'chain-Shimal n'est pas sujette à la déformation, car c'est une histoire et une mémoire génétique qui est transmise directement de matrone à matrone. L'histoire avec un grand H étant un thème prépondérant tout au long des 10 tomes, on pourrait imaginer que ce don de la mémoire parfaite serait quelque chose de bénéfique pour la race. Non? Mais vous savez bien que rien n'est simple avec Erikson, car cette mémoire omniprésente, cette réminiscence constante de l'apogée, mais surtout du long et piteux déclin de leur peuple, pousse inéluctablement les matrones et donc leur peuple à la folie. Rien n'est perdu, rien n'est jamais perdu. Bien que les Tchemal n'aient apparemment pas de garenne ou d'antre racial et ne soient pas nés du chaos, ils disposent cependant d'un lien avec celui-ci. En effet, ils sont capables de l'utiliser afin de produire des portails leur permettant de voyager entre les garennes. Mais par quel exploit sont-ils capables de faire cela? Sans magie, la puissance des K'chain-Shimal réside dans leur maîtrise technologique, un talent tel que leur exploit, vu par les autres peuples, suivent parfaitement la fameuse loi d'Arthur C. Clarke. Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Et oui, les fameuses failles permettant de voyager via le chaos sont décrites comme mécaniques par Dame Envie dans le tome 3. Leurs villes forteresses sont capables de flotter grâce à de mystérieux systèmes de tuyauterie et de câbles, ainsi que de moteurs vrombissants qui laissent les personnages extérieurs dans l'incompréhension la plus totale. On peut également mentionner dans le tome 1 l'utilisation par Mésanger d'un appareil qui est alors décrit comme un os de bras humain auquel est attachée une longue griffe qui lui permet de communiquer à distance avec Dudjek. Encore une fois, sans magie. Mais, à la relecture, on comprend bien que ce qu'utilisent les deux militaires est en fait un membre de chasseurs Kell. En parlant de leur ville forteresse, celle-ci est armée d'armes dévastatrices, pouvant être vues comme des sortes de rayons laser capables de couper dans les lignes ennemies et produire des dégâts considérables. Mais alors, en quoi est-ce que cette civilisation technologique, et donc sûrement pragmatique, croyait-elle? Comme mentionné précédemment, leurs villes n'étaient pas seulement bâties en forme de dragon, mais elles étaient nommées en référence à ceci. Mais est-ce vraiment de la vénération? Je considère plutôt que les Tchemal ne vénèrent pas tellement des êtres, mais plutôt une force naturelle. Et cette force naturelle qu'ils vénèrent par-dessus tout est bien évidemment le chaos, et par conséquent sa manifestation physique, la déesse ancienne des Elaith, Tiam. Et en vénérant le chaos, c'est bien la magie et la vie dans sa globalité que les Tchemal considèrent comme sacrée. Car dans l'œuvre d'Erikson, toute garenne, toute antre et donc toute magie proviennent du chaos primordial. Et comme le dit un assassin Shigal,
Votre espèce a une notion erronée de la magie. Vous coupez les veines des autres mondes et buvez leur sang, et c'est là votre sorcellerie. Mais vous ne comprenez pas, toute vie est sorcellerie. Dans son essence, l'âme est magique. Et chaque processus de chimie, d'obéissance et de coopération, de reddition et de lutte, à toutes les échelles imaginables, est une constellation de sorcellerie. Détruisez la magie et vous détruisez la vie. Tout ce passage est clé pour comprendre la philosophie des Chimel. On comprend également qu'ils sont convaincus du caractère mortifère du monothéisme. L'assassin Shigal met en garde l'humaine contre le danger de nier l'existence des autres forces naturelles. Il n'y a pas de Dieu unique. Il ne peut jamais y avoir de Dieu unique. Pour qu'il y ait un visage, il doit y avoir un autre. Tout ce qui lie doit être lié à 2 foyers au minimum. Même si un Dieu existait seul, isolé dans sa perfection, il finirait par comprendre la nécessité d'une force extérieure à lui-même, au-delà de son omniscience. Si tout demeure à l'intérieur, alors il n'y a aucune raison pour quoi que ce soit existe, aucune raison pour la création elle-même. Si tout est ordonné, non touché par le chaos, alors l'univers qui était, est et sera toujours n'a aucun sens, aucune valeur. Remplissez l'éther de dieux, de déesses, de premiers héros, d'esprits et de démons. Agenouillez-vous devant un ou plusieurs d'entre eux, mais ne croyez jamais qu'il n'existe qu'un seul Dieu, et que tout ce qui existe incombe à ce Dieu. Mais alors, comment un peuple si avancé et si puissant a pu disparaître de la surface du globe? Le livre des martyrs décrit plusieurs événements dévastateurs qu'il est difficile de placer chronologiquement. Il est possible que ceci se soit déroulé quasi simultanément ou à de nombreuses années de distance. Mais pour certains peuples, une chose est certaine, dans leur chute, les Tchenchimel ont condamné tous les autres peuples. La première cause de leur chute est due, comme souvent, à une hubris civilisationnelle. Les Tchenchimel, ayant atteint leur apogée technologique, décidèrent de ressusciter une variante antique et éteinte de leur race, les Chen Naruk. Ceux-ci sont caractérisés par leur appendice caudal plus court, ce qui leur donne le nom de queue courte. Les Naruk mériteraient sans doute un épisode pour eux seuls, mais il est intéressant de noter qu'ils sont décrits comme une culture de chroniqueurs compulsifs, obsédés par l'enregistrement de leur histoire en l'écrivant sur des toiles faites à partir de leur propre épiderme. Cependant, ces néo-Naruk n'étaient que l'ombre de leurs ancêtres, incapables d'évoluer au-delà de ce qu'ils étaient déjà et de s'épanouir. Petit aparté, on peut tracer ici une comparaison avec notre réalité, où certains scientifiques rêvent depuis pas mal d'années de ressusciter des hommes de Néandertal. Même si cela n'entraînerait sans doute pas notre chute, il est indispensable de penser au sens d'une telle entreprise. Dans quel but est-ce qu'on ferait cela? Est-ce souhaitable pour nous au-delà d'une curiosité morbide ou d'un besoin de rassurer notre ego? Et est-ce bénéfique pour les êtres vivants que nous déterrerons alors? Je referme la parenthèse. Les monstres de Frankenstein reptiliens ressuscités développèrent rapidement de la haine envers leur nouveau créateur. Ils se rebellèrent, ce qui plongea les 2 peuples dans une guerre civile dévastatrice qui affaiblit considérablement les Chimel. Ce fut leur premier pas vers le gouffre. Mais c'est une invasion venue des ténèbres et de l'ombre qui viendra achever les Chimel. Surgissant de Kural Gaen, une alliance de Tistandi et Edur se déversa sur le monde et mena une lutte sans merci contre les restes des cités Chimel. Et c'est là que les sources divergent. Selon les Tissédur, face à leur anéantissement inévitable, les Tchenchimel déversèrent une sorcellerie empoisonnée dans Kural Gaen directement, jusqu'au cœur de Mère Ténèbres. Cette puissance toxique aurait scellé le sort de Mère Ténèbres et de tous les autres peuples à venir. Je cite à nouveau les croyances Edur modernes. La sorcellerie Kashan s'est répandue dans la garenne de Mère Ténèbres et l'a infectée, comme une épidémie. Ainsi fut scellée la porte reliant Kural Gaen à tous les autres domaines. Ainsi, Mère Ténèbres s'est-elle retrouvée acculée jusqu'au cœur même des abysses, témoin de la spirale lumineuse qui l'entourait, de tout ce qu'elle allait un jour dévorer, jusqu'à ce que la dernière particule de matière se volatilise en elle, annihilant de facto Mère Ténèbres. Ainsi, les Kashan, pourtant morts depuis longtemps, ont-ils infligé à Mère Ténèbres un rituel qui prendra fin le jour de son assassinat, lorsque toute lumière aura disparu, lorsque plus rien ni personne ne pourra projeter d'ombre et que l'ombre elle-même sera vouée à mourir. Les Kashan ont emprisonné toute chose dans la mortalité, ils ont poussé le monde à entamer une inexorable chute vers l'extinction, telle fut leur vengeance, un acte né peut-être du désespoir ou de la pire haine imaginable. Témoins de leur propre extinction, ils ont forcé tous les autres à partager leur destin. On voit ici dans le mythe Edur l'utilisation d'un symbole évident. La sorcellerie supposée des Tchenchimel aurait transformé Mère Ténèbres en un gouffre béant, un trou noir avalant sans fin toute la matière jusqu'à la mort de l'univers. Selon ces dires, les Tchenchimel seraient donc les criminels de guerre ultimes. Face à leur extinction, ils ont entraîné avec eux l'entièreté de l'univers et de la vie
vers l'anéantissement. Mais nous sommes à nouveau en face d'un témoignage indirect, issu d'un mythe fondateur des Tist Edur. Nous avons un autre témoignage de ce prétendu cataclysme qu'aurait provoqué les reptiles, et c'est encore du côté de l'assassin Shigal qu'on peut le lire. Mais d'abord, rappelons-nous, comme on l'a vu, les Tchemal ne considèrent pas l'existence de quelque chose sans son contraire. Pour qu'il y ait un visage, il doit y en avoir un autre. Et s'ils vénèrent le chaos, et par extension la magie et donc la vie, cela veut dire que dans leur philosophie, il doit exister son opposé, l'autre face de la pièce, l'ordre, la négation de la magie, et donc la mort. Et dans l'univers de Malazan, la négation de la magie est représentée par l'Otataral. On nous maudit pour avoir révélé le visage de cet autre dieu, ce dieu de la négation. Qu'est-ce que l'Otataral? C'est l'opposé de la magie, la négation de la création, l'absence plutôt que la présence. Si la vie est votre dieu, alors l'Otataral est l'autre dieu, et ce dieu est la mort. Mais comprenez bien, ce n'est pas un ennemi, c'est la manifestation nécessaire d'une force d'opposition. Les deux sont essentiels, et ensemble, elles se trouvent liées dans la nature même de l'existence. Nous sommes Oni pour avoir révélé cette vérité. Le Shigal dit que les Tchenchimal ont révélé la vérité. Mais que signifie-t-il par là? Veut-il dire que son espèce a réellement créé l'Otataral et donc condamné la vie, comme le supposent les mythes Tist Edur? Ou bien n'ont-ils simplement fait que rappeler la vérité intrinsèque de l'univers aux autres peuples? Les Tchenchimal sont donc bien davantage que des lézards monstrueux et brutaux. Civilisation la plus avancée technologiquement de l'univers de Malazan, ils ont atteint un niveau de raffinement dans leur artisanat et dans leur philosophie qui font pâlir les peuples modernes. Cette acmé glorieuse a été suivie d'un lent déclin, menant à l'extinction. Alors comment comprendre le parcours tragique de ce peuple au sein du livre des martyrs? Et une fois n'est pas coutume, le concept d'histoire est sans doute une bonne clé de lecture. Les notions de passé et d'histoire sont omniprésentes dans Malazan. On ressent leur poids sur les personnages, les noms des dieux, des lieux et aussi dans les cultures. Et comme dans la réalité, les peuples ont tendance à glorifier leur passé, à grands coups d'actions héroïques accomplis par des personnages légendaires qui viennent justifier des croyances et des coutumes modernes. Mais ils peuvent également étouffer ou édulcorer des événements traumatiques ou alors des événements qui sont susceptibles d'apporter honte et déshonneur au peuple. Ce mécanisme, c'est de l'histoire. L'histoire avec un grand H. L'histoire révèle le sens de ce qui resterait autrement une insupportable succession d'événements. Sauf que de par leur mémoire génétique et transgénérationnelle parfaite, les matrones, et par conséquent les Tchemal tout entiers, sont incapables d'échapper à cette insupportable succession d'événements. Submergés par la véracité de leur passé, ils ne peuvent se libérer de ces chaînes et faire histoire de celui-ci, de le digérer, de l'atténuer. Dans leur hubris, ils ont tenté de faire revenir à la vie leur passé, sous la forme de leurs ancêtres, les Naruk, ce qui, ultimement, enterrera tout futur possible. Et le peu de Tchemal qui restent sont obligés de vivre avec le poids de leurs fautes sur les épaules. Erickson nous met en garde. Bien que l'on puisse juger comme hypocrite et mensonger le mécanisme de formation de l'histoire, celui-ci est nécessaire, sous peine de rester prisonnier de nos actes passés. Tous les chagrins sont supportables, si on en fait un conte ou si on les raconte.